Bienvenue sur ce podcast dédié au mieux-être. Ici, nous explorons les nombreux aspects de notre vie quotidienne qui influencent notre bien-être physique, mental et émotionnel. Que vous soyez en quête de sérénité, en train de surmonter des défis personnels ou simplement curieux d'en apprendre plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode sera une plongée dans les problématiques courantes que nous rencontrons tous, les blocages émotionnels, les obstacles physiques ou le stress de la vie moderne. Je vous proposerai des solutions, vous dispenserai des conseils pour vous aider à surmonter ces défis et à retrouver un équilibre harmonieux. Rejoignez-moi dans cette aventure vers un mieux-être global, où chaque petit pas compte et où chaque prise de conscience peut transformer votre vie. Préparez-vous à explorer, à apprendre et à évoluer avec moi. Je vous souhaite la bienvenue dans votre espace mieux-être. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais pour ce deuxième épisode du podcast évoquer un sujet qui nous est venu très récemment lors d'un échange avec plusieurs personnes. Ça concerne notamment la responsabilité au travail, la pression qu'on se met seul dans le cadre du travail ou de notre vie quotidienne aussi, qui implique souvent une charge mentale énorme et qui est en fait totalement contre-productif, puisque à trop vouloir se mettre la pression, la plupart du temps, on a tendance à sous-produire parce qu'on est complètement embrouillé dans tout ce qu'on a à faire. On prend énormément d'énergie et de ressources pour gérer le stress que ça occasionne, pour gérer les douleurs que ça occasionne. Ça peut être des migraines, ça peut être des douleurs physiques, type des contractions au niveau des trapèzes, ça peut être des douleurs dans le dos, notamment j'en ai plein le dos. Donc toutes ces douleurs et tous ces désagréments qui sont causés à cause du stress liés à la pression qu'on se met, je voudrais l'aborder avec vous aujourd'hui et essayer de vous apporter quelques pistes pour vous permettre d'avancer et de gérer un petit peu ces sujets. Je vais m'appuyer beaucoup sur ma propre expérience puisque avant d'être dans le domaine du bien-être, j'étais dans plusieurs sociétés. Pendant 25 ans, j'ai eu un poste d'assistante entre autres et j'ai évolué dans différents groupes. Dans ces groupes, j'ai souvent occupé des postes très denses, plusieurs postes dans lesquels j'occupais un poste et demi, voire deux et demi parfois pour une seule personne, donc moi-même. Et j'avais à la fois ce côté très perfectionniste. Il fallait que tout soit parfait parce que sinon on allait penser que je ne suis pas professionnelle, on allait penser que je ne suis pas douée dans ce que je fais, on allait juger mes compétences, donc déterminer ma valeur par rapport à ce que je produis. Et également, j'avais aussi le syndrome de tout doit être parfait pour être bien. Et ce qui fait que j'avais toujours ce sentiment de je peux faire mieux. Donc je voulais déjà aborder avec vous ce sujet sur le faire mieux, le mieux faire tout le temps. Ce que je disais récemment à quelqu'un, c'est que on peut toujours mieux faire. Sur un sujet ou sur une tâche, vous pouvez y passer votre vie et à vous dire que vous pourrez toujours mieux faire. Tout est améliorable, tout est toujours perfectible. Après, ce qu'il faut savoir faire à un moment donné, c'est placer le curseur au bon endroit. Puisque à vouloir être trop perfectionniste et à vouloir toujours trop faire parfait, on en arrive à un moment donné à être contre-productif. Je m'explique. Je vais prendre un exemple tout simple. Je dois produire un document. Alors, ça va parler aux gens qui sont plus dans le domaine du tertiaire, mais ça s'applique à tous les sujets. Je produire un document qu'on m'a donné sous un délai avec des contraintes et des demandes. Dans ce document, je vais mettre tout ce que je dois indiquer qui m'a été demandé dans le cahier des charges.
Et puis ma touche personnelle, puisque je veux que les choses soient bien faites, bien rédigées, bien présentées, à la virgule près, à l'espace près, à l'interligne près. Et là où ça devient contre-productif, c'est que à partir du moment où mon document est terminé, ou une personne lambda peut considérer qu'il est terminé et même très bien fait, moi je vais continuer à peaufiner. Je vais continuer à me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux pour ce document. Peut-être que le petit document, là, je peux peut-être encore rajouter un petit paragraphe, ou peut-être que je peux changer ce caractère, je peux peut-être le mettre en gras. Et en fait, là où c'est contre-productif, c'est qu'à partir du moment où ça me prend beaucoup de temps et d'énergie d'aller dans ce détail, dans cette perfection, et que personne ne va forcément voir la différence, et surtout, est-ce que ça a réellement une valeur ajoutée sur ce document? Quel est l'enjeu de ce document? Est-ce qu'il doit être parfait et au moindre petit détail, et que chaque personne va éplucher à la lettre près, à la couleur près, à la ligne près? Est-ce que tout l'investissement et le temps que je vais mettre vaut... est-ce que ce document veut tout le temps et l'investissement que je vais mettre? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est savoir à quel moment je dois m'arrêter. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Et moi, j'ai une phrase comme un mantra que je me répète depuis des années, et je vous assure que ça marche. C'est « le mieux est l'ennemi du bien ». J'ai appris ça, je l'ai souvent entendu, et je me le suis appliqué. C'est-à-dire que j'ai appris, au départ, je me suis forcée, à me dire « je m'arrête, ce document, il est bien. Il est bien, il est très bien pour la destination qui lui est octroyée. » Et c'est valable pour tout, pour le dessin, pour la musique, pour votre vie quotidienne, pour rebriquer la maison. C'est valable dans tous les domaines de votre vie, en fait. À chaque fois que vous entreprenez quelque chose et que vous avez toujours ce petit truc qui vous dit « Ah ouais, mais je peux toujours mieux faire », il faut essayer de faire redescendre la pression. Parce que cette pression, elle est inutile. Et tout le temps que vous allez passer à peaufiner ce document ou ce dessin, ou encore ajouter un petit scrognonu à votre musique, eh bien, c'est du temps que vous n'allez pas consacrer à faire autre chose qui est peut-être plus important, plus productif, ou qui vous apporte plus de bien-être ou de satisfaction. Donc ça, c'est la première chose, c'est savoir où vous arrêter dans le syndrome du perfectionniste. La deuxième chose, dans la charge de travail monumentale que j'ai apprise, c'est qu'il faut savoir poser ses limites. Alors la poser auprès des autres, mais aussi savoir la poser auprès de soi-même. Et pour ça, en fait, on apprend à déterminer où est le curseur de la responsabilité. En tant qu'assistante, j'ai souvent pris des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Et on ne me les a pas forcément données, ces responsabilités. C'est ça surtout qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est une personne qui a toujours envie de bien faire, qui a ce besoin d'être reconnue pour ce qu'on fait de bien, eh bien on va avoir tendance à toujours faire plus. Et là, on n'est pas dans le perfectionnisme, on est dans le « je veux faire plus parce que c'est bien de le faire ». Parce que c'est comme ça que je serai reconnue, parce que c'est comme ça que j'estime que j'ai de la valeur. Et par ce biais-là, il y a ce côté un peu pervers qui fait qu'on va prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. On va prendre les responsabilités de notre manager dans la gestion de plein de choses. On va prendre la responsabilité de la société ou de l'entité en se disant alors ça, je le fais parce que sinon, le service ne va pas bien tourner. D'accord, mais est-ce que c'est réellement de votre responsabilité de faire ça? Est-ce que c'est de votre responsabilité de déterminer que le service va tourner ou pas? Est-ce que c'est de votre responsabilité d'occuper 2 postes ou un poste et demi alors que la société ne vous donne qu'un seul salaire? Et par contre, elle vous donne le travail de 2 personnes. La responsabilité, elle est chez le manager, chez les RH, chez le patron, chez le directeur, mais pas la vôtre. Votre responsabilité, c'est de faire ce qui est dans votre champ d'action, dans votre champ de compétences et dans, par exemple, votre fiche de poste, si vous avez une fiche de poste et qu'on est dans le professionnel. Ça, c'est votre responsabilité de le faire et de bien le faire. De faire ce pourquoi
vous avez été engagé, de ce sur quoi vous vous êtes engagé, pas plus. À partir du moment où vous prenez plus, vous prenez le risque justement de vous donner beaucoup plus de responsabilités et donc d'augmenter votre charge mentale, de vous mettre une pression supplémentaire. Et le deuxième risque, et ça je suis désolée, ça va peut-être pas plaire aux managers, mais c'est de très mal habituer les personnes pour qui vous travaillez ou avec qui vous travaillez. Parce que souvent, on a tendance à se dire je vais faire beaucoup parce que je dois faire mes preuves, parce que j'ai envie de faire bien et je suis pleine d'énergie, pleine de bonne volonté, pleine de motivation. Et donc, on va faire à fond. Le revers de la médaille, en fait, dans ce genre de comportement, c'est qu'on met en place les bases de la collaboration. Et à partir du moment où vous avez posé ces bases, il est très difficile de revenir en arrière. Et c'est tout à fait légitime de la part des personnes avec qui vous collaborez d'attendre que ce soit votre manière de fonctionner tout le temps, puisque c'est ce que vous avez mis en œuvre dès le départ. Sauf que vous, c'est pas votre vitesse de croisière. C'est votre vitesse de croisière, c'est votre façon de fonctionner quand vous êtes à bloc. Donc on peut être à bloc pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut pas être à bloc pendant 5 ans. Et c'est comme ça qu'en fait on génère des stress, on génère des maladies professionnelles, on génère des burn-out parce qu'on s'est mis des pressions. Alors je ne dis pas que la pression vient toujours de vous ou de soi, la pression vient aussi de l'extérieur, mais justement, beaucoup de pression vient de l'extérieur, parfois même une pression totalement inutile en société, en entreprise notamment. Eh bien c'est une raison supplémentaire de ne pas s'en mettre à soi-même et de ne pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues, de ne pas se saborder soi-même à l'avance, puisque même si on est plein de bonne volonté, il faut savoir que quand on commence à se dire « Ah là, ça commence à tirer, là je commence à vraiment avoir du mal », ça commence presque à être trop tard. Mais les signaux d'alerte, il faut vraiment les écouter et recadrer les choses, poser les limites. Alors poser les limites, c'est pas croiser les bras et dire « Bon bah ça y est, j'en ai marre, j'arrête », parce que c'est le risque. Soit de justement se faire un burn-out, soit de être tellement dans le stress et tellement mal qu'au bout d'un moment, vous vous dites, eh bien, très bien, j'arrête, j'en ai marre. J'ai trop donné, j'en peux plus, c'est pas mon rôle, etc. Pour éviter d'en arriver là, il n'y a qu'un seul secret, c'est la communication. Et c'est la communication tout au long de la collaboration, tout au long de l'échange avec la personne avec qui vous êtes. Alors là, c'est très axé sur l'entreprise, mais tous ces conseils peuvent être totalement, déployés, que ce soit dans le couple. Je prends l'exemple tout simple. Si vous habituez quelqu'un à toujours tout faire pour lui, quand vous emménagez ensemble, à tout lui mettre sous le nez, à faire ses lessives, à faire à manger, à faire le ménage, à jamais rien lui demander, etc. Et qu'un jour vous en avez marre, la personne ne va pas comprendre. La personne ne comprendra pas que ça fait 15 ans que c'est comme ça et tout d'un coup, t'en as marre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est parce que vous avez tiré sur la corde. Parce qu'au départ, vous avez voulu faire bien, vous avez voulu être agréable, prendre sur vous, montrer le meilleur de vous-même pour justement que ça se passe très bien. Sauf qu'en fait, vous avez mis en place un mode de fonctionnement qui en fait n'est pas naturel pour vous et qui n'est pas viable à long terme. Et si vous rentrez dans ce jeu-là de vouloir bien faire et de vouloir montrer et prendre des responsabilités et montrer que vous êtes beaucoup plus que ce que réellement vous n'êtes, à un moment donné, ça va vous éclater à la figure. Il n'y a pas d'autre solution en fait. D'une manière ou d'une autre, vous ne tiendrez pas la longueur à très long terme. Donc mon conseil, c'est vraiment de vous écouter, de désamorcer effectivement ce syndrome du je dois être parfait tout le temps, de la fille ou du garçon modèle. Ça, il y a plein de techniques qui permettent d'y travailler. Et moi, j'accompagne des gens sur ce genre de sujet, justement. Mais il y a plein de personnes qui travaillent sur le développement personnel qui peuvent vous accompagner là-dessus. Vraiment à travailler sur ce syndrome du bon élève ou de la fille modèle ou du garçon modèle. Ça, c'est déjà une première chose. Vous pouvez tous les jours
travailler sur votre perfectionnisme en acceptant petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit de faire moins bien. En tout cas, de ne pas faire parfait tout le temps et de vous dire, eh ben là, c'est pas mal. Là, je suis satisfait ou satisfaite de ce que j'ai produit. Je pense que je peux m'arrêter là. Et je pense que c'est déjà bien. Et je vais m'appliquer ce conseil à moi-même tout de suite. C'est que je pense que ce que j'avais à vous dire sur ce podcast, c'est déjà très bien. Et mon syndrome perfectionniste aurait tendance à vouloir encore aller creuser et chercher pour aller vous dire encore plein de choses et me dire j'ai peut-être des sujets que j'ai pas couverts, etc. Mais là, je serais dans le trop. Je pense que c'est déjà bien. Et donc, je vais me contenter de ce « c'est déjà très bien ». Vous remercier de votre écoute et vous dire à la prochaine.